Entre les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain. Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la saison d'Entre les lignes, le podcast de l'équipière spécialisé dans la pratique féminine du football. Et bonjour Inès Roilevanovic. Bonjour Léo, bonjour Monsieur Nicolas et bonjour à tous. Présidente de l'équipière. On a vécu une saison historique qui restera un peu dans les annales de la D1 Arkema. D'abord par l'identité du champion, le PSG, qui décroche son premier titre et qui met fin à une hégémonie lyonnaise de 14 ans. Mais aussi parce que c'était une saison minée par le Covid, avec des matchs à huis clos, des journées perturbées par le virus, qui ont forcé à reporter des matchs, y compris d'ailleurs un Lyon-PSG fin mai. Et ça, évidemment, ça a laissé des traces dans notre championnat et on va tâcher de les analyser avec notre invité. Il gère Montpellier, garçon comme fille. Il est aussi président de l'association du football professionnel féminin. En cette intersaison, il a donc un emploi du temps surchargé et on le remercie donc vivement de prendre un peu de temps pour nous. Bonjour Laurent Nicolin. Bonjour. Merci à vous d'être là. Si vous le voulez bien, d'ailleurs, en préambule, j'aimerais que vous redisiez pour nos lecteurs et nos auditeurs ce qui est précisément votre rôle en tant que patron de cette association du football professionnel féminin. Non, c'est une association qu'on a créée, ça va faire maintenant un an et demi, où tous les clubs professionnels de D1, Arkema et de D2 sont réunifiés tous ensemble pour essayer de discuter, d'échanger et puis d'essayer de faire évoluer le football féminin, parce qu'on a estimé à un moment donné que qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place, beaucoup de choses qui sont faites, mais il manque beaucoup de choses pour que le foot féminin soit encore plus mis en valeur et de peut-être de mieux le structurer. Donc c'était venu naturellement après la dernière Coupe du Monde de dire on va essayer déjà de se retrouver entre nous. Donc c'est vrai que c'était plus simple qu'on se retrouve entre clubs professionnels. Après ça n'empêche pas qu'on a aussi des liens avec Pascal Bovis pour les clubs amateurs. Donc on essaye de bouger un peu, de faire bouger un peu les lignes. Alors c'est pas toujours très facile, notamment avec la fédération, mais bon, on essaye d'apporter notre petit écho, même si ça ne plaît pas de temps en temps, mais on essaye de dire les choses que nous on vit au quotidien, parce que tous les clubs le vivent au quotidien, donc on essaye de voir les choses à faire pour essayer de faire améliorer, progresser et d'arrêter de se cacher devant l'arbre qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, parce qu'on sent qu'il y a une montée énorme des clubs anglaises, des clubs espagnols et des clubs, même les italiens. Donc, et après, comme il y a les clubs allemands, c'est quand même des clubs historiques aussi. Donc on ne veut pas l'avance qu'on a pu avoir grâce à l'Olympique Lyonnais et grâce au Paris Saint-Germain, le perdre dans les années qui viennent. Et on y va tout droit si on ne serre pas un peu les boulons et qu'on ne fait pas les efforts financiers pour récupérer un peu plus d'argent pour les clubs. Voilà, qui a le mérite d'être clair et complet. On va en parler plus largement. On va bien sûr aussi évoquer la saison de votre club. Et pour cela, on va lancer Entre les lignes numéro 9, le dernier de cette saison. Entre les lignes. On commence donc par la saison de Montpellier-Rennes, président Nicolin. Bon, je vais enfoncer une porte ouverte parce que vous ne vous en cachez pas. Finir 7e à 14 points de la 3e place, j'imagine que c'est insuffisant. le mot est faible. C'est pas ni insuffisant, alors je vais pas dire que c'est honteux parce qu'il faut respecter les clubs qui ont été devant nous et qui ont fait une belle saison, mais bon, oui, c'est pas à la hauteur de nos ambitions, c'est pas à la hauteur du standing du club, et c'est vrai qu'on en est, moi le premier, énormément déçu et de cette saison qui pour moi est pas catastrophique, mais qui est vraiment pas à la hauteur du club. Et voilà, mais bon, dans la vie, on passe maintenant à, comme j'aurais dit aux filles avant la dernière journée, maintenant, mais faites des derniers matchs, partez en vacances, videz-vous l'esprit, et puis celles qui seront là, vont repartir sur des nouvelles bases. Mais c'est vrai que ça a été une saison longue, éprouvante et compliquée parce qu'on n'a pas été à la hauteur du standing du club vis-à-vis de la section féminine. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué en fait au MHSC cette saison? Il a dû manquer beaucoup de choses. Pour terminer 7e, c'est qu'il manque beaucoup, beaucoup de choses. Non, je pense qu'on n'a pas su créer une cohésion de groupe, on n'a pas su créer un état d'esprit qui nous permettrait qui faisait notre force les années d'avant. Voilà, on n'a pas été bon, voilà, tout simplement. Après l'entraîneur, malheureusement, c'est la première fois que je sépare de l'entraîneur en cours de saison pour la section féminine. Fred Mendy a donné tout ce qu'il pouvait. Après, voilà, ça n'a pas matché avec les filles. Donc
Donc, à bout de moment, ça ne sert à rien de persister, de dire, voilà, faut partir sur autre chose. Mais je ne sais pas, c'est une saison sans, comme ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration parce que je pense qu'il y avait un groupe de qualité, il y a une bonne petite équipe. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas eu un état d'esprit où les filles se battaient les unes pour les autres. Donc, à partir du moment où on n'a pas eu ça, et que la mayonnaise n'a pas prise, voilà. Après, c'est les Françaises qui disent qu'il y a trop d'étrangères, les étrangères disent que les Françaises ne jouent pas le jeu. Donc voilà. Donc après, à bout de moment, on ne va pas chercher à savoir à qui la faute. Le constat est là, on termine 7e. Notre plus mauvaise place depuis qu'on a créé la section féminine, il y a maintenant, je crois, 20 ans, ça va faire 20 ans la saison prochaine. On avait récupéré la fusion avec le club du Crest. Donc voilà, c'est une énorme déception, mais voilà, il faut tirer un trait et puis partir sur autre chose. Le nouveau trait, ce sera avec Yannick Chandiou, du coup, le nouveau coach. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi et quel est un petit peu son objectif au-delà de faire mieux que cette saison? C'est de repartir et de viser le top 5? Moi, c'est toujours le top 3. Hein. Moi, j'ai l'ambition Après, c'est vrai que là, vous avez raison, je vais changer l'ambition. C'est vrai que vu la place qu'on a terminé 7e, on va peut-être viser un peu plus bas. Mais non, c'est un entraîneur qui a fait beaucoup de très bonnes choses à Dijon, qui a fait passer de D2 à D1, qui a réussi à maintenir ce club en D1 Arkema, qui n'a peut-être pas les mêmes moyens financiers que nous. Donc, c'est tout à son honneur des résultats qu'il a pu faire. Donc voilà, non, c'était l'entraîneur qui sent qu'il y a du potentiel, qui va travailler. Puis après, c'est notre option, c'est peut-être une autre vision de l'équipe féminine. Donc, ça fait pas de mal aussi de partir sur un nouveau cycle. Et puis bon, après, il s'entend très bien avec Jean-Louis Saez, qui est notre directeur sportif de la section féminine, qui est notre ancien entraîneur. Donc voilà, il faut créer un lien, ce qu'on n'a peut-être pas eu fait avec Fred. Il faut créer un lien aussi avec Jean-Louis. Il faut créer un lien avec la formation. Il faut créer un lien avec recréer du lien dans la section féminine qu'on avait peut-être perdu depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, et voilà, c'est le nouveau coach. Voilà, et moi j'ai eu très bien accroché quand je l'ai eu au téléphone. On s'est rencontrés et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des idées arrêtées, qui a l'air construit dans sa tête. Donc voilà, j'espère qu'il va nous faire redécouvrir le plaisir déjà moi de pouvoir jouer mes filles, parce que cette année j'ai pas trop fait parce que j'étais un peu déçu, et qui va redonner un peu d'espoir, un peu d'envie, et créer une bonne cohésion de groupe pour pouvoir embêter les équipes, les 3 ou 4 de l'équipe qui sont devant. Ouais. Mais justement, vous parlez de changement de coach, mais il y a des joueuses aussi au niveau de l'effectif. Il va y avoir des changements. Le mercato est déjà pas mal agité avec le retour de Faustine Robert, la prolongation de Lisa Schmidt. Mais il y a aussi des départs, non, il me semble. Est-ce que vous confirmez le départ de Elisa de Almeida, par exemple? Ça, c'est au Paris Saint-Germain d'officialiser la signature d'Elisa. Moi, elle ne fait plus partie de mon effectif. Donc, je n'ai pas à parler d'Elisa. C'est merde et le PSG. C'est plus mon problème. Il y aura d'autres départs. Et par rapport à d'autres oui, joueuses, il y a Anouk, il y aura sûrement d'autres départs et des arrivées. Oui, il y a Anouk Decker qui arrête aussi chez nous, qui a fait quand même plus de 5 ans et demi, 6 ans chez nous, notre internationale hollandaise, qui arrête. Après l'effectif, après, il y aura peut-être un ou 2 départs. On cherche à peut-être se séparer d'une ou 2 joueuses, mais pour prendre une ou 2 joueuses aussi, on va prendre une défenseur centrale parce qu'on a perdu Anouk. On cherche un milieu, un numéro 6 pour le milieu de terrain. Et après, peut-être là, maintenant qu'on a récupéré Faustine, peut-être une attaquante de plus, mais bon, non, après, l'effectif va changer de 3 joueuses, mais sera recruter une ou 2 joueuses, et on va essayer quand même de garder l'ossature et de vider les esprits, puis de repartir sur une belle saison l'année prochaine. D'accord, donc c'est important quand même de garder des mêmes bases au niveau de l'effectif. Oui, puis bon, et puis après, on a des joueurs sous contrat, donc on va pas non plus. Non, mais voilà, après, c'est des sous contrat, si après, c'est vrai que c'est plus simple dans le monde féminin que garçon pour à la limite résilier des contrats ou séparer de joueuses. Donc voilà, on sait les 1 ou 2 joueuses qu'on ne veut pas conserver parce que le nouveau coach a une idée de jeu, donc il sait l'équipe qu'il veut mettre en place. Donc voilà, donc on va essayer de pour lui apporter des 1 ou 2 joueuses qui permettront de lui apporter plus d'assises à la fois défensive et pour pouvoir après pratiquer le système et le jeu qu'il veut mettre en place.
L'intersaison promet d'être sinon agitée, du moins active du côté de Montpellier. On suivra ça. Je vous propose de prendre un peu de hauteur, Laurent Nicolin, sur cette D1 Arkema Ouais. 2020-2021. Je vais vous demander de prendre votre casquette de président de l'AFPF, de l'Association pour le football féminin français, et de prendre ça de manière plus générale. Est-ce que le sacre du PSG est une bonne nouvelle pour la D1 et pour le football féminin français dans sa globalité? C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ça l'est moins bonne pour l'Olympique Lyonnais. Après, c'est toujours bien qu'il y ait du changement et que ça crée aussi une émulsion et ça montre que les Lyonnaises peuvent être battues. Et alors après, est-ce que c'était trop que l'Olympique Lyonnais ait 14 titres consécutifs? Ça, c'est pas à moi d'en juger, c'est à vous, journalistes. Mais bon, voilà, ça montre que Lyon n'est pas indétrônable, que Lyon peut aussi être bousculé. Donc, dans une saison créée particulière, c'est vrai, entre le Covid, entre les arrêts et les reprises, bon, c'est vrai que ça donne un peu un souffle de nouveauté, un peu que le Paris Saint-Germain soit champion. Mais bon, à part nous, où on a terminé second il y a 3 ans, je crois, où on a été européen, moi, on va dire depuis quand même 5-6 ans, c'est toujours les deux mêmes équipes qui sont toujours dans les premières places. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas. Mais bon, ça montre déjà qu'il y a toujours l'envie du Paris Saint-Germain de faire une section féminine compétente et l'Olympique Lyonnais qui est toujours dans l'état d'esprit pour, je pense, dès l'année prochaine, regagner des titres. Donc, après, la seule chose qui est sûre, c'est que c'est la première année depuis 14 ou 15 ans que l'Olympique Lyonnais ne ramène pas un titre. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, quoi, parce que c'est vrai, elles avaient l'habitude de tout rafler. Bon, la Coupe de France n'a pas été jouée cette année, la finale, donc on ne peut pas en parler, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de titre. Donc voilà, donc c'est vrai que ça. Est-ce que ça rebat les cartes? Je ne sais pas, mais ça montre que voilà bon, après il faut avoir un peu d'argent pour avoir une bonne équipe, donc c'est un peu compliqué, mais que voilà, mais après ça va se tirer la bourre entre Lyon et Paris, donc c'est bien, ça peut être que positif pour la D1 Arkema et ça peut être qu'un plus pour que voilà, on ne dise pas toujours ouais, c'est toujours Lyon qui gagne, donc c'est bien également, quoi. Mais on a vu aussi Guingamp finir 5e. Bordeaux qui a beaucoup progressé, qui arrive en 3e place. Le Paris FC aussi a fait de bonnes choses. Est-ce que c'est la preuve que le niveau en général en D1 va mieux ou que ça progresse? Peut-être que certains écarts se réduisent? Ouais, mais je pense que ça fait quand même quelques années déjà à part peut-être là, cette année qui a peut-être pas été au niveau, mais je pense que que le niveau quand même, il y a quand même moins d'écart que des. Alors, à part, c'est vrai que si tu joues Lyon ou Paris, des fois tu en prends 4 ou 5 ou 6, mais on va dire que depuis je trouve, 3-4 ans, que ce soit Guingamp, que ce soit Dijon, que ce soit le Paris FC, c'est quand même une équipe solide depuis quand même de nombreuses années. C'est quand même un club historique de la D1 féminine. Donc oui, effectivement, je pense que bon, après quand tu joues les grosses, tu as plus tendance à morfler mais je trouve que les cartes, oui, ça travaille, les clubs, il y a la progression, il y a des centres de formation les centres de formation, des jeunes joueuses qui sont formées, qui ont de la qualité, qui peut-être ne peuvent pas au départ jouer que ce soit à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Montpellier ou Paris FC, mais qui vont peut-être jouer dans d'autres clubs, donc elles travaillent, elles progressent, et c'est ça qui est bien aussi pour la DR Arkema. Mais après, bon, après il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup d'écart, mais c'est vrai que plus le niveau va se resserrer, mieux ça sera, et ça montrera que tout le monde peut battre tout le monde, donc c'est ça qui est important aussi. Après, je pense malgré tout que les deux devants sont quand même assez inaccessibles. Donc après, est-ce que Bordeaux va continuer sa progression? Mais bon, voilà, je pense qu'il y a la place il y a la place pour 4-5 équipes pour essayer de viser la 3e place. Donc ça ne peut que stimuler tout le monde voilà, en se disant on peut accrocher une Coupe d'Europe, ça c'est quand même une belle chose. Donc c'est vrai que cette 3e place est quand même un plus que ce que nous a donné l'UEFA, c'est quand même une chose très très positive. Ça fait des années que nous, avec Lyon et Paris, on se bat pour que cette 3e place soit qualificative pour une Coupe d'Europe. Donc, voilà, ça rebooste tout le monde et ça montre que Reims, que Guingamp, que Dijon peut un jour postuler à peut-être une 3e place. Donc, c'est stimulant pour nous. Et puis, nous, on a eu l'avertissement cette année en terminant en 7e. Ça montre qu'aussi, voilà, il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis. Et il faut toujours bosser, continuer pour espérer aller le plus haut possible. Ce qui est terrible, Laurent Nicolin, c'est que c'est arrivé dans une saison qui a été vraiment très compliquée,
sportivement aussi parce que les joueuses ont été touchées par le virus, mais aussi de manière extra-sportive. Alors, au-delà de la billetterie, il y a le fait que ce soit joué à huis clos, qu'il y ait eu des matchs qui ont été reportés, ce qui en fait un petit peu de galère de calendrier. Et puis aussi, à la fin de cette saison, qui donc aurait été vraiment peut-être la plus disputée depuis quelques années, on a entendu parler d'une D1 à 10 clubs. Alors, il n'y a rien d'officiel, hein. Jean-Michel Aulas s'est même efforcé de désamorcer la bombe. Et aujourd'hui, on attend encore, mais c'est quelque chose qui a été lancé. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ou est-ce que c'est un vrai problème que vous allez devoir gérer là dans cette intersaison, vous, en tant que président notamment de la FPF? C'est un problème qu'on essaye de gérer depuis déjà quelques mois. Après on m'a eu assez fait des reproches parce que alors c'est pas moi qui l'ai organisé, mais on a fait une réunion, que ce soit avec l'UNFP, avec plein de choses, avec beaucoup de clubs, tous les clubs de D2 pour essayer de trouver une solution, de voir qu'est-ce qui pouvait être fait dans la mesure où la D2, on s'est battu pendant des mois pour essayer de faire reprendre le championnat D2 parce que quand même la plupart sont considérés comme professionnels aussi, sont salariés des clubs. Donc on a trouvé ça comme une incohérence que la D2 de volley reprenne, que la D2 de basket reprenne, que la D2 de peut-être d'autres sports reprenne et pas de handball, voilà, pardon, et pas les filles. Donc on s'est un peu battu. On a essayé de bouger nos petits bras, mais apparemment nos petits bras ne sont pas assez costauds pour faire bouger l'institution de la FFF. Donc voilà, on n'a pas réussi à se dire au moins finissons les matchs allés, quoi. Au moins faisons 3 matchs, 4 matchs. Bon, on a l'impression que il fallait monter sur l'Annapurna pour faire 3 matchs. Donc bon voilà. Donc à un moment donné, on s'est résolu à ça. Mais nous, le but c'est que la saison prochaine, le championnat soit à 12. Alors, je sais que la FFF, avec Noël Le Graët, que j'ai eu, va tout faire pour trouver une solution et le fera parce qu'on ne peut pas se retrouver à jouer à 10. On trouve ça, voilà, on va pas non plus. On était plus dans une option dans nos réunions, que ce soit nous, la FPF, ou même avec les clubs amateurs, de passer à 14. Parce que le but, c'est peut-être dans les prochaines années, c'est de passer à 14. Dans nos discussions, nous, qu'on a club, hein, après, ça, peut-être pas la discussion, c'est peut-être pas la volonté de la Fédé. Et là, se retrouver à 10, c'est vrai que on s'est un peu tous solidarisés, que ce soit les clubs pro, les clubs amateurs, pour essayer de trouver des solutions. Bon, apparemment, on a fait des solutions, on a proposé des choses, notamment une chose, mais bon, ça n'a pas eu d'écho. Et on m'a fait la réflexion à moi que c'était pas la FPF et pas à moi d'organiser des chats et de faire des choses comme ça. Alors que bon, on a fait ça d'un commun accord avec tous les clubs, mais bon, après, une fois dans la vie, quand on veut faire bouger les choses, des fois, quand les gens sont bien assis, ils ont du mal à bouger, quoi. Mais bon, je pense qu'il faut. Nous, la solution, c'est qu'on se retrouve qu'on soit à 12 heures. Alors, je sais qu'il y a début juillet, je crois, ils prendront la décision de début juillet. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura un bon retour des choses. Et c'est vrai que, après, je défends pas des clubs, mais c'est vrai qu'on voit Saint-Etienne depuis 2 ans qui essaye de monter, qui était vaincu en D2, qui l'année dernière n'est pas monté pour un 0,01 point. 0,4, ouais. Ouais, 0,4 par rapport à WoW, bon, tant mieux, leur est monté. Et que cette année, ils sont encore premiers invaincus et que peut-être qu'ils ne vont pas monter. Bon, c'est vrai que ça. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de se battre même pour ça parce qu'il y a, bien sûr, il y a des choses qui sont compliqué, mais après, il y a quand même une logique sportive à entretenir. Alors, c'est vrai que la logique sportive, c'est pas ça qui fait les règlements, c'est pas ça qui organise les choses, mais bon, je me mets à la place de ce club-là. Moi, je serais à leur place, ça fait longtemps que peut-être que les filles j'aurais arrêté, et je me dis, c'est compliqué pour faire quelque chose si chaque fois on te met des bâtons dans les roues. Vous trouvez que l'institution FFF est trop présente et bloque un petit peu les initiatives? Qu'elle soit présente, il n'y a pas de souci, c'est son championnat et c'est normal qu'elle soit présente. Moi, je dis juste qu'elle soit présente, c'est le minimum, quoi. C'est même des fois peut-être pas assez, mais bon, mais qu'elle soit ouverte à la discussion, qu'elle soit ouverte aux échanges, comme on fait de temps en temps. C'est vrai qu'on a fait des réunions, dont une il y a 2-3 mois avec le président et avec comme maintenant Jean-Michel Aulas a récupéré un peu la casquette du foot féminin, donc c'est quand même un plus pour nous club aussi d'avoir quand même le plus grand, le meilleur président. Section féminine, mais même des garçons, mais bon, on va dire pour la section féminine. Donc, au moins, il y a une écoute et une attention. Donc, après, il y a des règlements. Et c'est vrai que des fois, on se bloque sur des règlements qui nous empêchent de faire certaines choses. Mais voilà, nous ce truc, alors, c'est vrai qu'il y a le Covid depuis 1 an et demi, mais c'est vrai que des fois, c'était compliqué pour avancer, pour discuter. On a l'impression on avait plus l'impression qu'on emmerdait qu'autre chose, quoi. Alors qu'on n'est pas là pour emmerder, qu'on est là pour essayer de faire évoluer le football féminin, on est là pour essayer de l'accompagner, on est là pour essayer de faire grandir. Nous, on veut juste faire ça. Nous, je ne veux pas prendre le précaré de la Fédé. C'est eux les boss, c'est eux qui gèrent le football féminin. Il n'y a aucun souci. Mais on veut juste par moment être associés aux choses et discuter, échanger, voilà, parce qu'on s'investit, les clubs sont investis, moi je m'investis dedans, ma secrétaire générale Marianne Patrice s'investit dedans pour essayer de trouver des solutions et de régler, puis surtout, comme je disais tout à l'heure en préambule, de ne pas se retrouver
avec trop de retard sur les autres clubs, quoi, sur les autres pays, parce qu'on croit qu'on est les plus beaux, les plus forts, mais ça, c'est le côté français, on est toujours les meilleurs. Puis du jour au lendemain, on l'a vu cette année. Je pense qu'il n'y a pas eu de club français en finale. Donc, donc s'il n'y a pas de club français en finale, donc c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions, quoi. Voilà, tout simplement. Mais après, bon, moi, j'alerte, j'essaie de dire les choses. Après, je n'ai pas non plus, je vais pas user ma santé. Où les gens y suivent et ils veulent nous accompagner et ils veulent être ouverts et échanger. Après, ils ne veulent pas. Hein. Moi, je n'ai jamais forcé personne dans ma vie, donc ce n'est pas maintenant que je vais le faire, quoi. Mais justement, vous essayez de proposer des choses, vous le dites, hein, vous donnez beaucoup pour ça. Et on a vu avec l'échec de Mediapro, la première grande mesure de la FPF, elle n'a pas pu se concrétiser malheureusement. La LFP n'a pas été en mesure de verser les fameux 6 millions d'euros. Donc avec les difficultés financières, hein, qu'on connaît, pensez-vous qu'un nouvel accord de ce type serait possible pour les prochaines années, notamment depuis l'officialisation du nouveau diffuseur Amazon? À l'heure d'aujourd'hui, je vais vous répondre que ça va être compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous répondre que, ayant fait le conseil d'administration samedi de la Ligue pour le budget prévisionnel, dans la case féminine, il y avait 0. Donc l'année dernière, il y a eu, sur les 6, il y a eu 2 millions d'euros qui ont été distribués. Et là, on part pour 0. Donc voilà, donc il va falloir se retrousser les manches et essayer de trouver d'autres solutions. Et voilà, après, c'est ça aussi. On va dire que le contrat Mediapro et les 6 millions que j'avais réussi à avoir avec l'apport et le soutien du Jean-Michel Aulas, parce que c'est vrai qu'on gagnait beaucoup d'argent, donc c'était facile pour nous de négocier des choses. Bon, même si c'était pas facile, mais on avait quand même réussi à récupérer 6 millions d'euros des droits des garçons pour les filles. Donc voilà, mais c'était aussi là pareil, c'était l'arbre caché à la forêt. À un moment donné, je pense que c'est pas la Ligue de football de trouver les sous, quoi. Le championnat appartient à la Fédération française de football. À un moment donné, c'est à la Fédé de trouver des solutions. Alors, il y avait eu cette opportunité, tant mieux. On y a sauté dessus les pieds joints parce que là, on ne s'est pas plaint de la FPF, parce que là, on était bien content que Laurent Nicolin et la FPF récupèrent des sous à la Ligue de football. Bon, après, il a fallu discuter après pour les répartitions. Ça a été un peu plus compliqué, un peu plus rock'n'roll. Mais voilà, donc à un moment donné, je pense que le championnat appartient à quelqu'un, mais ça, c'est à ces gens qui gèrent le championnat de trouver des solutions et de trouver de l'argent pour les clubs. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que souvent on dit, ouais, c'est les clubs pro, ils ont de l'argent. Mais ben, comme tout le monde, hein, tout ce qu'on peut avoir, mais ça sera toujours plus pour que les filles soient mieux encadrées, mieux salariées, et mieux qu'il y ait qu'un plus. Et puis que surtout, elles arrêtent de partir parce que je pense que c'est la première année, là, on va attendre cette année, mais il y a quand même beaucoup de joueuses qui sont parties en Angleterre, beaucoup de joueuses qui sont parties en Espagne. Moi, je le sais parce que j'en ai quand même 2 ou 3 mois qui sont partis. Donc voilà, donc si à un moment donné, on ne fait pas un effort financier de trouver de l'argent, à un moment donné, les meilleures joueuses françaises partiront à l'étranger, tout simplement. Ça c'est mathématique. Donc c'est vrai qu'on essaye de se battre, d'essayer de mettre des choses en place. Comme aussi à un moment donné peut-être faire aussi le contrat pour une jeune joueuse, parce qu'à un moment donné on nous dit qu'il faut faire des centres de formation, mais à un moment donné s'il n'y a pas des contrats où les joueuses, moi des fois ça m'arrive l'année dernière, ma meilleure joueuse de 12 ans ou 13 ans elle est partie à l'Olympique Lyonnais, quoi, parce que j'ai pas de contrat, j'ai rien, donc voilà, donc il y a tout un travail aussi à faire en amont où il faut alors pas se comparer aux garçons, ni faire comme les garçons, mais à un moment donné, il y a une base avec les garçons, donc de temps en temps, c'est pas plus mal de se baser sur les garçons, et à un moment donné, il faut que nous, même nos jeunes joueuses, si on veut investir les clubs, faire de la formation, il faudra qu'à un moment donné, ces jeunes joueuses aient des contrats. C'est bien qu'elles aient des contrats. Je vois pourquoi les garçons de 14-15 ans auraient des contrats et pas les filles de 14-15 ans. Et à un moment donné, ça nous protège pour l'instant, qu'elles puissent partir entre clubs interfrançais, parce que pour l'instant, c'est l'arbre caché à la forêt. Elles partent à l'Olympique Lyonnais ou à Paris, parce que c'est les 2 plus gros clubs français et qui ont peut-être de l'argent et qui attirent. Mais au rythme où ça va, si on ne protège pas nos joueuses, dans 3-4 ans, l'une, elle partira à Barcelone, l'autre, elle partira à Manchester City, elle partira à Chelsea. Ça sera comme les garçons, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, nous, on se bat et l'AFP pour essayer de mettre des choses en place. Bon, on dit oui. Donc, oui. Ouais, oui, pour moi, c'est un dessin animé, quoi. On a le sentiment, Laurent Nicolin, que vous constatez un petit peu parfois une forme d'impuissance dans votre rôle de président de la FPF face, sinon à la FFL, du moins à d'autres clubs, etc., et que vous battez peut-être un peu contre des moulins, ou c'est seulement une impression? Vous devez voir ma joie de vivre Voilà. et mon empathie. Non, mais après, c'est vrai que c'est. Après, je reconnais, c'est pas facile. Nous, on arrive, on est un peu comme le cheveu sur la soupe. Je remets, on crée une association qu'il n'y avait jamais eu. Et puis on tape à la porte en disant, moi, ça serait bien qu'il y ait ça, il y a ça, on voudrait ça, et ça serait possible d'avoir ça. Bon, mais quand tu as des gens qui sont habitués depuis X années, qui pensent faire
la meilleure chose possible pour faire évoluer le football féminin et qui croient qu'ils font les choses le mieux possible, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas qu'on arrive et qu'on fasse les choses. Donc, moi, comme je dis, je ne suis pas là pour un esprit pour emmerder. Moi, je suis là pour un esprit pour faire progresser. Moi, la seule chose que j'ai toujours dit, et je persiste, la Fédé a été exceptionnelle pour le foot féminin au niveau de l'équipe de France. Elle a réussi en 10 ans à promouvoir l'équipe de France, à être télévisée, la mettre en avant et la faire grandir. Et toujours, on parle. Mais le problème, c'est qu'on ne parle que de l'équipe de France, quoi. Moi, ce que je me bats, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on parle de la D1 Arkema. Parce que comment vous voulez faire venir des sponsors si on ne parle pas de la D1 Arkema? Alors, je ne vais pas faire de la pub, mais parce que c'est quand même les seuls qui en parlent un peu quand tu prends l'équipe le samedi, qu'il y a une journée de championnat. Bon, mais tu as ça, quoi. Tu as un filet, tu as le nombre de matchs, des fois, il y a l'heure. Et encore que, et le lendemain, des fois, tu n'as même pas les résultats, quoi. Donc pourquoi au basket féminin, il y a une demi-page dans l'équipe? Pourquoi au handball féminin, il y a des articles? Pourquoi au rugby féminin, il y a des articles? Et pas au foot, quoi. Moi, c'est tout. Donc, alors, c'est vrai que c'est peut-être ça plaît peut-être pas, mais à un moment donné, il faut faire du lobbying, il faut forcer, il faut faire. Voilà, et malheureusement, ça ne peut passer que par la Fédé. Comme elle a eu fait l'excellent travail qu'elle l'a eu fait pour l'équipe de France, c'est super, c'est magnifique. Mais à un moment donné, il faut le faire avec il faut le faire avec le championnat, quoi. Alors, c'est vrai que par les années, c'était l'Olympique Lyonnais qui était, on va dire, qui autopromettait le championnat, parce qu'elle a gagné la Coupe d'Europe, parce qu'elle était championne. Donc, on parlait un peu de ça. Mais voilà, moi, je trouve que voilà. Alors, on était sur Canal+, il y a une très bonne visibilité, c'est bien. Mais il faut encore faire plus, quoi. Il y a plein de choses. Il y a du boulot, quoi. Voilà, moi, ce que je veux dire, c'est pas, je suis pas là pour emmerder. Moi, je dis, ne surforme pas, ne soyons pas juste contents. C'est ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde. Super, la Coupe du Monde, les stades sont pleins, on est content et les Français aiment le football féminin. Dites-moi les nombres de spectateurs. Est-ce qu'il y a eu plus de spectateurs dans les stades? Bon, avec la Covid, c'est un peu compliqué, mais juste après, il n'y a pas eu plus de monde. Moi, je n'ai pas été assailli. Je ne suis pas passé de 500 ou 800 spectateurs à 4000. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, il faut travailler, il faut mettre des choses en place, quoi. Et moi, je ne suis pas le vilain petit canard. Moi, je suis là pour essayer d'aider et arranger. Après, au bout de moment, si jamais ça ne marche pas, je suis mieux chez moi à m'occuper de mon club que me disperser et user de l'énergie à des gens qui, quand on leur parle, ils te regardent avec des yeux, tu as l'impression que tu. Voilà. Voilà. Bon, enfin, bon, là, je suis parce que je suis un peu énervé, mais sinon tout va bien. mais on sent que vous prenez pas mal de coups. On sent que vous prenez pas mal de coups. Non, et mais bon, d'en redonner. Moi, quand les choses sont. Moi, pour mes filles, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt à prendre des coups pour mes filles, quoi. Enfin, mes filles, pour les filles. Je défends mes filles en premier parce que c'est mes filles. Mais après, voilà, parce que je sens que. Alors, on fera jamais autant de monde que les garçons, on le sait. Mais franchement, c'est sympa, quoi. Il y a un truc à faire quand tu vois les matchs. Voilà, il y a quelque chose à faire et elles méritent, vu leur investissement, vu le travail qu'elles font toute la semaine, elles méritent de jouer. Alors, je ne demande pas de jouer devant 20 000 spectateurs, mais déjà qu'elles arrivent à jouer devant 2 000, 3 000, 4 000 et qu'elles aient des sponsors qui mettent un peu d'argent pour qu'on puisse valoriser les salaires, tout simplement. Voilà, et qu'elles se disent voilà, on fait un métier comme les autres, on gagne un peu on gagne de l'argent, on est contente et tout le monde est content. Ouais. Et puis, mais il faut structurer, il y a des choses à structurer. Tout n'est pas structuré. Et c'est. Pardon de vous couper, mais justement, est-ce que vous avez des coups de fil de présidents de clubs qui viennent vous dire, voilà, je suis inquiet, je sais pas. Prenons Soyaux, par exemple, là, qui vient d'être relégué en D2 par la DNCG. Le club disait qu'il n'avait pas reçu la totalité de l'aide promise par la FFF, qu'il aurait touché environ 2/3 des 500 000 euros promis. Est-ce que Benoît Le Tapissier, le président de Soyaux, vous a contacté pour partager son inquiétude, pour essayer de tout faire pour garder sa place? Non, il a dû. Non, moi, je ne l'ai pas eu parce que des fois, les clubs amateurs, à part avec Pascal Bovis, c'est vrai que c'était un peu tendu au début. Et puis après, quand on apprend à se connaître, qu'on échange et qu'on a le même intérêt, ben ça arrange. Et j'ai des très bons rapports avec Pascal et on essaye de faire avancer, que ce soit les clubs professionnels, les clubs amateurs, de faire avancer les choses. Mais moi, je n'ai pas eu. Et après, de toute façon, même s'il m'avait eu, vous savez, comme je l'ai dit, il y avait 6 millions qui étaient par la Ligue, il y avait 6 millions qui étaient affectés. Il n'y a que 2 qui ont été versés. Donc, moi non plus, je n'ai pas touché les sous. Guingamp n'a pas touché les sous. Reims n'a pas touché les sous. Et même, je crois que même, j'ai eu oui dire. Mais bon, après, je ne veux pas polémiquer parce que ça va encore polémiquer. Seulement, on devait tout savoir pareil parce que la Fédé devait compenser à un moment donné des choses. J'ai même entendu dire qu'à un moment donné, la Fédé devait donner un peu plus. À la limite, les clubs amateurs ont touché même plus que les clubs pro. Mais bon, on ne va pas chipoter, on ne va pas pleurer dans les chaumières. Donc, à un moment donné, quand il n'y a pas d'argent,
ben, il n'y a pas d'argent, je sais pas faire. Moi, alors oui, moi aussi, sur mon budget, j'avais mis 500 000 euros ben, j'ai touché que 125 ou 160, ou je sais plus. Donc, ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Il y a eu Mediapro a eu impacté tous les clubs. Mediapro, d'1,2 milliard, on s'est retrouvé à 600 millions. Donc, à un moment donné, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, on ne peut pas croire et illusoire de dire, j'avais marqué ça et pourquoi j'ai pas? Ben, t'as pas parce qu'il n'y a plus. Ça, malheureusement, c'est la vie qui est faite. Les clubs, il y a eu un cataclysme avec Mediapro, il y a eu un cataclysme avec plus le Covid. Et à un moment donné, ça, je ne sais pas faire, quoi. Mais justement, vous êtes en train enfin, vous venez de parler de Pascal Bovis avec qui vous échangez régulièrement et du fait que voilà, les clubs professionnels comme amateurs ont un peu besoin d'aide, mais sans forcément avoir les mêmes moyens ou recevoir la même chose. Comment vous voyez ça, vous est-ce que les clubs amateurs et professionnels sont amenés un peu à devoir fonctionner sur un système différent ou est-ce que oui, ou est-ce que finalement aussi il y a des moyens de faire les choses ensemble Ben, faire jouer ensemble, je pense que après, c'est le but. Alors, c'est vrai qu'on vit en pleine pandémie, donc c'est compliqué pour se rencontrer. Alors, on fait des visios, c'est sympa, mais moi, c'est quand même pas. Enfin, moi, c'est pas mon but ultime de passer des journées à faire des visios, mais c'est vrai qu'on a créé la FPF. Pascal, il a créé aussi un truc avec les clubs amateurs. Après, on sera peut-être voué à un moment donné à travailler tous ensemble et parler d'une seule voix. Donc, déjà, il y a eu des choses qui ont été mises en place. On a créé la FPF, c'était peut-être pas prévu qu'on le crée, pour justement prendre un peu à la base de tout le désarroi que peut vivre un peu tous les clubs. Parce que vous savez, alors après, même les clubs de D2 Pro, hein, des fois, on parle, ou même peut-être certains clubs de D1 Pro, on dit que c'est des clubs pro, mais des fois, dans leur club, ils sont un peu pas quantité négligeable, mais bon, c'est la section féminine. On fait une section féminine pour faire une section féminine. Ils n'ont peut-être pas aussi les structures, ils n'ont peut-être pas non plus les moyens financiers. Qu'ils sont peut-être certains clubs de D2 pro sont au même niveau que des clubs amateurs. Donc voilà, donc il y a du boulot, il y a du travail, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que c'est passionnant. Moi, je vis ça comme une passion parce que c'est quelque chose. On va fêter l'année prochaine nos 20 ans de la section féminine. Moi, c'est quelque chose qui me tient parce que j'aime mes filles, parce que bon, même si elles m'ont fait une saison de merde, ça n'empêche pas que j'irai au bout du monde pour elles, quoi. Donc et elles méritent voilà, on mérite qu'on se bouge pour créer un championnat de D1 performant, peut-être un championnat de D2 aussi performant, mais voilà, ça se travaille, mais on part tellement loin. Et c'est ça, des fois, qui m'énerve, parce que quand tu dis les choses, on te regarde en disant, mais non, mais tout est beau, on a le meilleur championnat. Non, non, on n'a pas. Non, on n'a pas. Non, non. Et je pense que dans la vie, quand on veut évoluer, quand on veut progresser, ben, on ne dit pas qu'on est le meilleur, parce que si on est le meilleur, on ne progresse plus, parce qu'à partir du moment où on est le meilleur, on s'arrête. Non, au contraire, l'Espagne est devant nous, l'Italie est devant nous, l'Angleterre devant nous, et donc il faut qu'on se bouge, quoi. Il faut qu'on se bouge pour structurer nos centres de formation, voilà, et puis amener encore plus de filles à prendre des licences, plus de filles à jouer au football. Mais à un moment donné, il faut que ça soit structuré, il faut qu'il y ait des choses structurées. Est-ce que moi, alors il y a des choses qui sont faites, je ne suis pas dans le négatif, mais bon, il y a beaucoup de choses positives, mais il faut avancer et arrêter toujours l'équipe de France, l'équipe de France. Non, l'équipe de France, à un moment donné, pensons au championnat. À un moment donné, que je sache que sur les garçons, on n'a jamais mis l'équipe de France en avant. Ça a été l'équipe de France, mais il y a des garçons, ça a été développé et c'est grâce c'est parce qu'à un moment donné, le championnat de D1 a été développé. C'est à un moment quand il y a eu l'Olympique de Marseille, plein de choses, qu'on a gagné des Coupes d'Europe, qu'à un moment donné, derrière, l'équipe de France a gagné. Donc à un moment donné, il faut peut-être le penser différemment, quoi. Alors après, l'équipe de France féminine était. Vous le disiez d'ailleurs, vous aviez déjà répété que vous vouliez un vrai beau championnat de D1 d'ici 10 ans et qu'il faudrait faire attention à aller plus vite pour pouvoir garder une D1 attractive, les empêcher de rêver d'un départ à l'étranger parce que derrière ça va très vite et donc se concentrer déjà sur notre championnat à 12 équipes, voire à 14 comme vous l'évoquiez tout à l'heure et déjà structurer ça avant de penser à encore plus et à l'équipe de France. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'on peut développer les deux. Il y a l'équipe de France d'un côté et puis le championnat à développer. Donc, effectivement, après, tu ne peux pas enlever. Après, c'est quand même aussi bon, kiffant aussi pour une fille demain de dire bon, je vais jouer au Real Madrid ou je vais jouer. Alors, même si c'est peut-être pas
le même club en féminin qu'un garçon. Mais bon, moi, je vois Sofia Jacobson, qu'on a eu, on a essayé de prolonger, et, bon, qui est partie au Real Madrid. Je comprends que c'est quand même un truc à vivre, quoi. Tu vas jouer au Real Madrid, même si les résultats, bon, même cette année, ils ont fait, je crois, que seconde, donc elle a fait la Ligue des Champions, donc je suis content pour elle. Elle a galéré un peu les années d'avant, parce que c'était pas le Real Madrid fille comme c'était le Real Madrid garçon, quoi. Donc voilà, après, c'est normal que des filles, à un moment donné, internationales, après avoir fait peut-être un peu comme chez nous les garçons, à un moment donné, tu fais X années en France, puis après tu as l'opportunité de. Mais je pense qu'on avait une avance grâce à l'Olympique Lyonnais, grâce au Paris Saint-Germain, maintenant et Bordeaux. Mais voilà, j'ai une crainte, voilà, c'est qu'à un moment donné, on perd notre avance. Et puis à un moment donné, il faut avoir un championnat fort, il faut mettre des choses en place, voilà, il faut peut-être que les clubs ils aient des stades plus aux normes, il faut qu'on puisse accueillir plus de public. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Alors après, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais moi, des fois, ici au club, des fois, ça maintenant c'est calé, mais il a fallu se battre aussi avec les services com, il a fallu se battre avec le marketing, là, parce qu'à un moment donné, les filles, on venait de temps en temps le samedi, puis c'était pas structuré, donc parce que même au club chez moi, il a fallu que je crée une dynamique, une envie. Maintenant, il y a personne qui va me dire, avant, il y a 4-5 ans, passer un dimanche après-midi pour voir les filles, bon, ça faisait chier certains, quoi. Je suis honnête. Mais maintenant, ils ont pris goût, tout le monde a pris, la com, elle est en place, le marketing, ben, ils essayent, quand ils vendent pour les garçons, ils essayent de vendre pour les filles. Donc voilà, c'est une émulsion qu'il faut mettre en place. Et à un moment donné, l'émulsion, elle vient d'en haut. Et si d'en haut, on sent une émulsion qui a une force de la Fédé pour bouger tout, comme ils ont fait comme je répète, comme ils ont fait pour l'équipe de France filles, eh bien, on sera heureux, ravis. Et puis moi, je laisserai ma main, et puis tout ira bien, il n'y a pas de souci, quoi. Vous avez parlé justement des difficultés à mettre en avant la D1, des difficultés financières que vous pouvez rencontrer souvent. Et pour les droits TV, on a une question qui revient souvent de la part de nos lecteurs qui ne comprennent pas pourquoi les recettes issues des droits télé qui sont détenus par Canal+, reviennent pas aux 12 clubs de D1. Comment utiliser cet argent? Poser la question à la Fédé, pas moi, c'est pas moi qui ai négocié le contrat Canal+. Donc là aussi, ça a été des questions qu'à un moment donné, on a dit. Mais c'est tout mélangé, c'est il y a un truc entre il y a la Fédé, il y a l'équipe de France, donc quand tu poses la question, j'ai posé la question il y a 6 mois à Brigitte Henriquez, tu poses une question, tu regardes avec des yeux, non mais c'est un ensemble, ce truc, mais on prend ça, donc tu sais pas. Donc, on ne sait pas. Donc, à un moment donné, je ne peux pas vous dire. Alors, après, ce n'est pas non plus des 100 000 que donne Canal. Je pense que c'est déjà bien et je les remercie de nous téléviser. Mais bon, je pense que c'est un pot commun où il y a tout qui rentre dedans et puis on te dit, ouais, mais ça sert là pour les centres de préformation, là, ça sert pour l'équipe de France. Là, ça sert. Donc, étudiez-nous. Ben non, mais bon, ben voilà. Donc, on ne sait pas. Donc, je ne me posais pas la question ça, pour les droits télé de Canal+. Et ça, vous poserez la question à la Fédé, pas à moi, parce que moi, j'ai essayé 1 fois, 2 fois. Après, bon, je ne vais pas amuser ma santé, je sais pas, donc voilà. Donc on a quelque chose, on vous donne de temps en temps, on vous donne 50 000 €, soyez contents, donc on est contents, donc voilà. On voit que ça a l'air d'être un millefeuille administratif à vous entendre. Le football féminin en France et au niveau de la Fédé, ça a l'air d'être un millefeuille administratif qu'il faudrait déjà pas mal simplifier. Ça aiderait pas mal de choses, si je comprends bien. Non, mais ça, c'est normal. C'est une fédération. À un moment donné, une fédération, elle gère les garçons, elle gère le futsal, elle gère le football féminin. Il y a plein de choses. C'est quand même, c'est une machine de guerre. La Fédé, c'est quand même, ça, c'est pas, ils sont pas 4 à gérer. Bon, c'est quand même, je peux comprendre que c'est pas non plus facile et pas toujours simple à tout gérer. Après, c'est vrai que des fois, bon, voilà, et puis des fois, c'est peut-être plus simple à un moment donné quand tu fais un appel d'offres, d'englober peut-être l'équipe de France pour qu'on puisse prendre la DE Arkema. Ça, c'est logique aussi. Au début, c'est peut-être plus vendeur l'équipe de France, donc on fait un package. Après, bon, mais c'est là où je dis, il faut faire grandir le produit, il faut le mettre encore plus en valeur pour qu'à un moment donné, ça soit dissocié, que la DE Arkema soit seule dans un appel d'offres et l'équipe de France soit seule dans un appel d'offres. Voilà, tout simplement. Et au moins, comme un peu on fait la Ligue de foot, hein, après, on n'a pas inventé les droits télé, il y a une base de calcul, il y a ça dispatche et on sait, grâce aux droits télé, on a fait encore une réunion ce matin, on sait qui touche quoi, comment, où, voilà. Après, je pense que la Fédé le savent aussi, il n'y a pas de souci, mais bon, nous, c'est vrai que des fois, les clubs, on pose des questions, et bon, en gros, ouais, on a ce qu'on a, quoi, et on est content, quoi. Ça a l'air quand même de tout ça d'être une question de moyens, Laurent Nicolin. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être trouver un moyen, bon, tout ça c'est chimérique, hein, bien sûr, mais de mettre un peu plus de moyens pour que certains clubs n'aient pas
n'aient pas la tentation, voilà, pardon, de raboter un peu leur budget féminin pour donner au masculin, qu'il y ait les droits TV, qu'il y ait ces fameuses aides que vous évoquiez précédemment, qu'on puisse développer un petit peu la formation des joueuses, etc. Et ça passe encore par des moyens parce que très souvent, le foot amateur, le foot féminin reste encore assez amateur sportivement, mais aussi extra-sportivement. Oui, oui, il faut pas. Après, il y a pas de honte, il y a pas Oui, oui, des fois, on se dit, oui, en fait, on veut on veut créer un sport professionnel des fois, mais c'est vrai qu'on est un peu par moment, dans un système amateur, oui, même si on essaye, tous les clubs essayent de structurer, et nous, le premier, que les filles soient mises dans les meilleures conditions. Alors, je ne sais pas partout où ça se fait. Après, c'est sûr que quand tu vois l'Olympique Lyonnais, bon, c'est puissance 100 par rapport aux autres clubs, parce que c'est une machine de guerre. Donc, il y a un budget, c'est sûr que. Mais bon, même l'Olympique Lyonnais, même je pense que Jean-Michel Aulas, comme on l'a eu l'année dernière, sera content d'avoir 500 ou 600 000 euros ou 1 million d'euros d'aide de plus, qui viennent de la Fédé. Donc, tout le monde est preneur. À un moment donné, tout le monde est preneur, parce que lui aussi, ben, il a proportionnellement des très gros salaires, et il sait qu'à un moment donné, il pourra peut-être plus lutter avec certains clubs quand les gros clubs anglais et les gros clubs espagnols seront lancés. Moi, je crains surtout l'Espagne, que quand l'Espagne sera lancée, à un moment donné, ben, toutes nos joueuses vont partir en Espagne. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est pas honteux de le dire, c'est pas déplaisant, c'est juste dire, c'est des constats de vie, c'est des constats des choses. Donc, et on essaye de prévenir en disant, voilà, échangeons entre nous, essayons d'élaborer des choses, parce que nous, on est au quotidien, déjà, vous savez, il y a déjà un écart qui est énorme entre la D1 et la D2. Moi, des fois, je fais les réunions, des fois, c'est compliqué, parce que des fois, c'est normal, tu as des clubs de D2. Alors, je parle des clubs pro, hein. Moi, je fais les réunions avec les clubs pro. Il y a un décalage entre D1 et D2 qui est énorme. Déjà, les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Quand il y a eu les 6 millions, il a fallu que j'ai quand même fait. Au départ, c'était que des sous pour les clubs de D1. Bon, nous, j'estimais que quand même c'était des droits des clubs, donc c'était des clubs des garçons, donc c'était normal que la D2 aussi en bénéficient, même si ce n'était pas des montants exorbitants. Mais je pense que c'est psychologique. Les clubs sont contents de toucher, même si c'est 50 000 euros, même 100 000 euros, ils sont contents. Mais il y a plein de choses à mettre en place. Et c'est vrai voilà, des fois, on ne se sent pas soutenu. Oui, on ne se sent pas soutenu, mais pas par la Fédé, parce que la Fédé nous soutient, mais pas soutenu par les médias, pas soutenu parce que voilà, il y a eu la Coupe du Monde féminine, c'est super, c'est génial, et puis après, il n'y a plus rien, quoi. Et il n'y a rien de plus énervant pour nous, en tant que dirigeants de section féminine, ou même pour les filles, de dire tout était beau avant, il y a 2 ans, puis maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est pas bien, quoi. C'est pas parce que je trouve un manque de respect vis-à-vis des filles, quoi, parce qu'elles méritent d'être aussi reconnues que les filles du volley, du basket, ou du hand, voilà, parce elles aussi, elles s'entraînent tous les jours, elles aussi, elles sont semi-professionnelles. Alors, je ne sais pas comment on peut dire, parce que ça aussi, il faudrait un peu régler aussi, à un moment donné, est-ce qu'elles sont pro ou pas pro, quoi. Donc, c'est les contrats fédéraux, c'est pas si, c'est pro. Ça aussi, c'est des choses qu'à un moment donné, il faut valider, entériner. À un moment donné, elles sont pro, quoi. Donc voilà, donc il faut. Non, mais bon, après, c'est intéressant, parce qu'il y a du boulot, mais c'est vrai que tu te dis, des fois, les choses, tu penses que ça va aller vite, mais bon, non, mais ça va peut-être nous prendre 2, 3, 4 ans. Mais après, comme j'avais dit, c'est sur peut-être 10 ans, hein, donc je suis peut-être un peu. Parce que j'ai peur qu'on loupe le train, quoi, et qu'on loupe le train après. Mais bon, je pense qu'il y a une volonté de Noël Le Graët que le foot féminin, notamment la DRTMA, soit bien mis en valeur. Donc voilà, donc à partir du moment où il y a la volonté, et que Jean-Michel Aulas maintenant a récupéré ça au niveau de la Fédé, je pense que ça. On a peut-être fait déjà plus avancé avec Jean-Michel il y a faire une réunion ou deux déjà depuis 1 ou 2 mois, qu'on a eu pu faire depuis 1 an et demi. Donc voilà, donc c'est quand même encourageant, quoi. Voilà, on comprend, il y a encore beaucoup de boulot à faire, beaucoup de choses à faire. Bon, on est encore aux prémices, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a d'autres championnats, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, qui se développent pas mal. Et peut-être que cette saison, avec le PSG champion, et personne en finale de Ligue des Champions, servira peut-être de coup de boutoir et d'avertissement pour pouvoir conclure ça. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait espérer. Mais on a déjà pas mal fait le tour du sujet, et on sait que vous avez un emploi du temps chargé, Laurent Nicolin, donc on va vous libérer, et vous remercier en tout cas d'avoir pris le temps d'en discuter aussi largement et aussi précisément avec nous aujourd'hui. Et puis on vous souhaite écoutez, beaucoup de courage pour cette intersaison, parce qu'elle va être agitée autant chez les féminines que chez vos masculins aussi, hein. Vous avez aussi changé d'entraîneur chez les masculins, et puis donc aussi au niveau de la FPF, pour que vos combats continuent à avancer, à progresser, et puis qu'on puisse que cette D1 et que
le produit entre guillemets football féminin français puisse progresser. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'en parler. Merci à vous, merci Léo, merci Inès, c'était sympa, intéressant. Après je suis un peu, des fois je parle un peu dans les tours, mais parce que je suis passionné, c'est pour ça. Et c'est pour cet enthousiasme, cette passion, cette sincérité qui vous anime qu'on a voulu vous avoir. Merci beaucoup Laurent Nicolin, merci Inès aussi d'avoir été là. C'était le dernier épisode de la saison d'Entre les lignes. C'était une saison pilote, une première saison avec donc 9 premiers épisodes. On espère qu'ils vous ont plu. On sait que que c'est un début, qu'on peut encore vous proposer mieux, vous proposer toujours d'autres choses pour pouvoir développer avec toujours plus de fond les sujets attenants à la pratique féminine du football. On a essayé d'en couvrir un maximum cette année, dans cette année qui est quand même très particulière. Et on espère que l'année prochaine, qui sera celle, on espère, un petit peu de la renaissance, entre guillemets, après une année plombée par le virus, sera une autre belle année avec d'autres sujets à évoquer. La victoire du PSG, c'est aussi peut-être une bonne chose. On va pouvoir parler d'autre chose que simplement de la suprématie lyonnaise. On va pouvoir peut-être parler aussi de la suprématie du PSG, de la montée en puissance de Bordeaux, et puis bien sûr d'autres sujets moins faciles à évoquer, comme ce qui se passe là avec les finances des clubs, le cas de Soyo, la D2, l'avenir de la D1, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça qu'on s'est engagé sur l'équipière, le site, mais aussi dans ce podcast. Donc on espère que ça continuera de vous plaire. En attendant, passez un très bel Euro, parce que ça se passe aussi chez les garçons. Passez un très bel été, et puis on vous retrouve pour le début de saison prochaine pour une nouvelle saison d'Entre les lignes. À bientôt, et prenez soin de vous. Entre les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.